Il n'est pas possible qu'un État membre soit en guerre, disons, contre la Russie, et que les autres regardent cela de l'extérieur. Si une telle situation se produisait, qu'un État membre soit en guerre, alors les autres États membres seraient entraînés les uns après les autres dans ce conflit. C'est donc une illusion de croire que nous pourrions avoir un État membre qui se bat contre quelqu'un, en plus contre une grande puissance, et mène des combats très durs pendant des années, tout en étant membre de l'Union européenne, alors que les autres États membres de l'Union européenne ne seraient pas impliqués dans la guerre. Là, cela n'existe pas. Si quelqu'un est membre de l'Union et se retrouve impliqué dans une guerre, il nous y entraîne, il nous y mêle aussi. C'est pourquoi, selon nous, l'adhésion de l'Ukraine n'est envisageable sous aucune forme. Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi je vais très bien, ça se voit. Eh bien écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Très très intéressant, je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va, on regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. Vous avez mentionné que la réduction des charges énergétiques fait l'objet de nombreux débats et il y a ici des questions de sécurité d'approvisionnement car il faut un pétrole abordable pour que cela soit durable et il y a aussi des questions politiques. Nous voyons bien qu'à Bruxelles, ils ont voté pour qu'à partir de la fin 2027, le gaz russe ne puisse plus entrer dans l'Union européenne. Dans ce contexte, dans quelle mesure la réduction des charges énergétiques est-elle assurée pour la période à venir? Donc, il y a des débats politiques internes en Hongrie autour de la réduction des charges énergétiques et ce débat apparaît ensuite aussi à Bruxelles. Et en ce qui concerne les débats hongrois, nous avons introduit ce système. C'était il y a si longtemps que je pense que plus personne ne s'en souvient. C'était vers 2013-2014. À l'époque, la gauche l'attaquait, le DK l'attaquait. Entre-temps, ils ont abandonné cette position car il s'est avéré que les électeurs, eux, le veulent, le souhaitent. C'est important pour eux et sans cela, beaucoup de tavernes ne pourraient même pas s'en sortir. Donc le DK a abandonné ce combat, mais le TISA est arrivé et c'est lui qui poursuit maintenant cette critique. Donc aujourd'hui, en Hongrie, il existe une force politique opposée à la réduction des charges qui veut l'abolir, c'est le TISA. Parfois, ils disent que c'est une supercherie, mais la phrase la plus belle que j'ai retenue, c'est qu'il y a des moments où, si tu payes plus cher pour quelque chose, c'est bien meilleur. Je me suis demandé si cela existait vraiment. Je pense que non, et il est certain que les charges ne font pas partie de ces cas-là. Donc ce débat continue toujours en Hongrie. Il n'est pas exagéré de dire que l'un des enjeux des élections parlementaires d'avril est de savoir si la réduction des charges sera maintenue, réduction ou non. Si c'est un gouvernement national, elle restera, mais si c'est un gouvernement bruxellois et non national, alors ils l'aboliront. Pas seulement ce plafonnement temporaire des charges introduit à cause du froid exceptionnel, mais l'ensemble du dispositif. On peut aussi le savoir parce que le débat extérieur, c'est-à-dire celui qui se déroule à Bruxelles, porte sur la question d'interdire ou non aux États membres d'acheter du pétrole et du gaz russe. Or, la base de la réduction des charges, c'est l'énergie moins chère que nous pouvons acheter à la Russie. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de réduction des charges. Donc, si quelqu'un dit que son objectif, comme le disent clairement les politiciens de l'énergie propre, est de se détacher du gaz et du pétrole russe, cela signifie aussi qu'il annonce la fin de la réduction des charges. Et tout le système va se retrouver sans dessus-dessous, et c'est là que commencera pour les familles une période d'adaptation où elles devront se demander comment diable elles vont pouvoir payer des factures 2 à 3 fois plus élevées avec un revenu qui évidemment ne pourra pas augmenter aussi rapidement. Donc ici, une menace sérieuse frappe à la porte des gens. Donc cette bataille se déroule à Bruxelles. Or, pour que nous puissions poursuivre la réduction des charges, j'ai dû mener 3 négociations lourdes et difficiles ces derniers temps. La première, c'était de convaincre le président américain qui est lui aussi partisan de l'idée que l'Europe doit se détacher du pétrole et du gaz russe et qui impose des sanctions à ceux qui ne le font pas. Donc il a fallu que je le convainque de ne pas faire cela à l'encontre de la Hongrie, parce que cela nous détruirait. Car la Hongrie est un pays qui ne peut pas importer ni gaz ni pétrole par navire-citerne. Nous avons besoin d'un approvisionnement par pipeline. J'ai réussi à le convaincre de cela et nous avons obtenu une exception.
Ensuite, j'ai dû m'entendre avec le président russe, car même si les Ukrainiens bombardent fréquemment les routes d'acheminement russes et les stations de pompage, les stations de compression, malgré tout cela, ce qu'ils ont promis dans le contrat, à savoir qu'ils livreraient à la Hongrie, cette quantité sera livrée à l'avenir également. Ensuite, je dois rencontrer le président turc pour que la route qui, depuis la Russie, fait passer l'énergie, principalement le gaz, à travers la Turquie jusqu'à nous, en Europe centrale et en Hongrie, que cette route et sa sécurité soient garanties par lui. Ces 3 accords constituent maintenant la base, la fonction, la base solide de la réduction des charges en Hongrie. Et maintenant, il nous faut encore freiner Bruxelles. Bruxelles n'est pas allé jusqu'à imposer une interdiction immédiate, mais la semaine dernière, ils ont pris une décision selon laquelle, à partir de 2027, cela ne sera plus possible. C'est cette décision que nous devons annuler. Eh bien oui, c'est pour cette raison que la Hongrie engage un procès. Cependant, même si ce procès démarre maintenant, il est certain qu'il ne se terminera pas avant les élections. De ce point de vue, quel pourrait être l'enjeu des élections? Et cela nous ramène un peu à la question de l'expertise de TISA Energia. Kapitani Istvan, l'expert de TISA Energia, affirme qu'il est possible à la fois de se détacher de l'énergie russe et de maintenir la réduction des charges. Mais il ne dit pas la vérité. C'est donc impossible. Celui qui prétend pouvoir maintenir le système actuel de réduction des charges et son niveau actuel sans gaz russe ne dit pas la vérité. C'est soit l'un, soit l'autre. Ces choses sont liées. En effet, aujourd'hui, la source de la réduction des charges, c'est justement le fait que l'on peut obtenir de l'énergie russe moins chère. Nous pouvons importer et nous avons pris le profit supplémentaire généré de cela aux entreprises pour le redistribuer aux gens. S'il n'y a pas cela, il n'y a pas de source pour la réduction des charges. Alors il faut payer le prix du marché comme on le paie partout en Europe, sauf en Hongrie. C'est un règlement qui a été émis à Bruxelles. Nous ne voulons pas l'appliquer. Nous devons le changer. Nous avons 1 an et demi pour cela. Nous sommes à la fin janvier 26, d'ici le 1er janvier 27. Nous devons changer cela, ou d'une manière ou d'une autre le contourner. Il faut absolument l'éviter. Si nous l'appliquons, alors les ménages seront complètement bouleversés. Nous verrons donc quel sera le sort de cela, mais puisque la question de l'enjeu des élections a déjà été évoquée, ce n'est pas seulement une question intéressante en Hongrie, il semble que ce soit aussi le cas en Ukraine. En effet, nous entendons des messages de plus en plus tranchants venant de Kiev. Selon le ministre des Affaires étrangères, par exemple, vous représentez un danger pour votre propre peuple et Zelensky lui-même a également formulé des critiques très sévères à Davos. Il a également reformulé des critiques très dures à votre égard. Est-ce à cela que nous devons nous attendre au cours des 2 prochains mois? Quel est le but des Ukrainiens avec ces messages? Il y a souvent une coordination entre Bruxelles et l'Ukraine. En effet, le règlement bruxellois mentionné précédemment est justifié par le fait qu'il vise à aider l'Ukraine. Ainsi, en empêchant la Russie de livrer du gaz bon marché à la Hongrie, ils prétendent aider l'Ukraine. Pourtant, une telle interdiction, l'Union européenne ne pourrait pas imposer une telle interdiction. Donc, Bruxelles collabore ici avec eux. La réalité, c'est que le traité fondateur de l'Union européenne stipule clairement que chaque État membre a le droit souverain de décider du type d'énergie qu'il utilise, de sa provenance et de sa nature. Bruxelles ne peut pas intervenir dans ce domaine. S'ils veulent intervenir, ils ne peuvent le faire que dans le cadre d'un régime de sanctions, c'est-à-dire qu'ils doivent imposer une sanction, mais une décision de sanction nécessite l'unanimité. Cela signifie que, par exemple, même s'il n'y a qu'un seul pays qui tient à mener une politique énergétique différente de celle que Bruxelles exige, il en a le droit et il peut défendre cet intérêt. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent, à chaque fois. Maintenant, Bruxelles a trouvé une nouvelle idée en invoquant à nouveau Kiev, à savoir que ce qu'ils introduisent maintenant, ce règlement, n'est pas une sanction, mais une mesure de politique commerciale. Et pour les décisions de politique commerciale, l'unanimité n'est pas nécessaire. Et ainsi, on peut contourner la résistance hongroise et slovaque à cette mesure. Mais il est tout à fait évident que le contenu de cette décision est de nature à sanctionner, et tout étudiant en droit apprend dès la première année que chaque contrat, chaque décision doit être jugée selon son contenu et non selon la façon dont il se nomme lui-même. C'est une décision de sanction qu'ils appellent politique commerciale. Mais cela reste une décision de sanction selon son contenu, c'est pourquoi il faudrait également agir conformément aux règles applicables. Il s'agit donc d'un jeu coordonné entre Kiev et Bruxelles. Quel est le but de ce jeu coordonné? Donc Bruxelles aussi, ainsi que Kiev, souhaitent un gouvernement en Hongrie qui se soumette à la fois à Kiev et à Bruxelles. Ils veulent donc un gouvernement qui ne résiste pas. Je comprends les Ukrainiens de ce point de vue, car nous ne voulons pas envoyer
de soldats en Ukraine, alors qu'il y a déjà des pays de l'Union européenne qui ont signé des accords écrits pour envoyer des troupes. Nous n'envoyons pas d'armes et nous ne sommes pas disposés à contribuer au financement de l'Ukraine à partir du budget de l'Union. Donc, nous n'envoyons pas non plus d'argent en Ukraine. Les Ukrainiens ont intérêt à prendre notre argent car ils sont en guerre et ils ont un plan qu'ils appellent le plan de bien-être ukrainien et ils exigent 800 milliards d'euros car c'est ainsi que ça se passe là-bas. Ils exigent pour les 10 prochaines années et ils exigent encore 700 milliards pour des équipements militaires. Cela fait 1500 milliards d'euros. Bien sûr, cet argent n'existe pas. Bruxelles veut donner cet argent, car Bruxelles aussi, Kiev dépense, il y a une alliance. Maintenant, soit ils contractent un prêt que les États membres devront bien sûr rembourser, ce à quoi nous disons également non, soit Bruxelles doit collecter plus d'argent auprès des États membres. Actuellement, Bruxelles fait les deux. Ils veulent aussi contracter un prêt et donner l'argent aux Ukrainiens et ils exigent davantage de contributions des États membres. C'est pourquoi Bruxelles, avec Kiev, veut un gouvernement qui augmentera les impôts, augmentera les recettes de l'État et pourra ainsi verser plus d'argent à Bruxelles. C'est le nom du jeu. Donc aujourd'hui, Bruxelles et Kiev ne s'intéressent pas seulement à pirater, affaiblir ou rendre impossible la politique énergétique hongroise, mais ils ont aussi un plan commun bien plus vaste, avoir enfin un gouvernement en Hongrie qui soit ami de l'Ukraine et de Bruxelles. C'est de cela qu'il s'agit lors des élections d'avril. Voilà. Oui, mais en même temps, du moins officiellement, le parti TISA dit aussi qu'il resterait en dehors de la guerre et, par exemple, il affirme ne pas soutenir l'adhésion accélérée de l'Ukraine, ni celle de la Moldavie. Si c'est le cas, alors pourquoi voudrait-il quand même désigner un roi depuis Bruxelles? Tout d'abord, la dernière fois que nous étions à Bruxelles pour la réunion du Conseil, nous avons reçu un document qui décrit ce que Bruxelles a l'intention de faire. Au-delà de l'aspect financier, il y est indiqué qu'en 2027, ils veulent déjà intégrer l'Ukraine. La raison en est qu'à partir de 2028, dans le budget européen de 7 ans, ils veulent déjà allouer de l'argent à l'Ukraine à partir du budget. Cela signifie que ce sont les Européens, donc nous, qui allons devoir céder cet argent. Il y a donc une échéance. Réussiront-ils à faire entrer l'Ukraine dans l'Union avant le début du prochain budget de 7 ans? Et il existe un document à ce sujet, c'est le plan. Le parti TISA, quant à lui, a organisé un référendum ici. Donc il y a eu un référendum du TISA pour savoir si les partisans du TISA soutiennent l'adhésion de l'Ukraine. Et là, plus de la moitié a soutenu. Il y a donc une divergence d'opinion en Hongrie, car les électeurs du TISA, d'après le résultat du dernier vote qu'ils ont organisé, soutiennent l'adhésion de l'Ukraine. Mais si l'Ukraine faisait déjà partie de l'Union aujourd'hui, il y aurait actuellement la guerre en Europe. Il n'est pas possible qu'un État membre soit en guerre, disons, contre la Russie, et que les autres regardent cela de l'extérieur. Si une telle situation se produisait, qu'un État membre soit en guerre, alors les autres États membres seraient entraînés les uns après les autres dans ce conflit. C'est donc une illusion de croire que nous pourrions avoir un État membre qui se bat contre quelqu'un, en plus contre une grande puissance, et mène des combats très durs pendant des années, tout en étant membre de l'Union européenne, alors que les autres États membres de l'Union européenne ne seraient pas impliqués dans la guerre. Là, cela n'existe pas. Si quelqu'un est membre de l'Union et se retrouve impliqué dans une guerre, il nous y entraîne, il nous y mêle aussi. C'est pourquoi, selon nous, l'adhésion de l'Ukraine n'est envisageable sous aucune forme, pas même de manière accélérée. De plus, cela détruirait l'économie hongroise. Et à court terme, les agriculteurs qui souffrent déjà à cause de la réglementation différente. En raison de cela, les produits ukrainiens, qui sont produits à moindre coût et en grande quantité, apparaissent sur le marché européen et détruisent les produits ainsi que les marchés des agriculteurs européens. Et comme nous sommes les plus proches de l'Ukraine, ce sont nous, les Européens centraux, pas seulement les Hongrois, qui subissons le plus les conséquences de cette situation. Il y a effectivement une solidarité, une union entre les agriculteurs slovaques, roumains, polonais et hongrois pour que nous arrêtions cela à tout prix. Mais ensuite, les autres arrivent aussi. Donc l'Ukraine prend ensuite notre argent. C'est un sac sans fond. Il ne reste rien pour le développement européen. L'argent, le développement de l'économie européenne ralentit déjà, et alors il tombera carrément en dessous de zéro. Donc l'adhésion de l'Ukraine signifie la guerre, et que l'argent européen part en Ukraine. C'est le nom de la bataille qui se déroule à Bruxelles. Cette bataille, il faut la gagner. Pour l'instant, il semble que ce soit une bataille difficile. Certains pensent même qu'elle est impossible à gagner. Mais la bataille contre la migration était pareille. Nous avons commencé seuls et pourtant nous l'avons gagnée. La dernière fois déjà, quand ils voulaient envoyer de l'argent à Kiev, nous étions déjà 3. Les Slovaques, les Tchèques
et nous. Et je vois que sur la question de l'adhésion de l'Ukraine, le peuple européen se rebelle aussi. Les Européens ne veulent pas envoyer de telles sommes en Ukraine et ils ne veulent pas non plus de l'adhésion de l'Ukraine. Ils vont se révolter et si nous, Hongrois et Européens centraux, faisons bien les choses, les pays d'Europe de l'Ouest se révolteront aussi. Ils forceront leur propre pays, leurs propres dirigeants à ne pas soutenir ces folies. Donc, c'est une bataille difficile, mais c'est un match que l'on peut gagner. Bien sûr, il faut d'abord gagner ici, chez nous, en avril, puis on pourra gagner à Bruxelles. D'ailleurs, hier, Friedrich Merz, le chancelier allemand, a dit que cette adhésion accélérée à 27 pour l'Ukraine n'était pas réaliste. Mais l'argument de l'Union européenne concernant le soutien à l'Ukraine est toujours, et cela essaie de toucher les sentiments humains fondamentaux, que les Russes sont dangereux et qu'il faut soutenir l'Ukraine pour qu'ils ne nous attaquent pas. Nous, l'Union européenne. Cette protection ne vaut-elle pas tout cela? Non, parce que les Ukrainiens ne peuvent pas nous protéger. L'Europe contre la Russie, les Ukrainiens n'affaiblissent pas l'Europe, ils la renforcent. Et ils nous entraînent dans une guerre. L'argent que nous donnons ou voulons donner à l'Ukraine devrait être consacré au développement des armées et des équipements des pays européens. Notre ligne de défense contre la Russie n'est pas la frontière ukraino-russe, mais là où s'arrête la frontière de l'OTAN. C'est la frontière orientale des pays d'Europe centrale. C'est cela que nous devons savoir défendre. Et l'Ukraine, elle, doit être soumise à une obligation. Nous devons maintenir l'Ukraine dans un état tampon, de préférence non pas par la guerre, mais plutôt par des accords. Donc, l'Europe ne sera en sécurité que si elle dispose d'une force militaire suffisante pour se défendre contre toute attaque, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est pourquoi il faut la développer. D'autre part, il faut conclure avec les Russes un accord sur l'Ukraine qui crée une sorte de bande de sécurité, une zone tampon, une zone de sécurité pour nous. Donc, il ne doit évidemment pas y avoir de soldats russes stationnés là-bas, mais c'est une autre chose. Cela relève déjà des négociations qui se déroulent plus ou moins et qui, nous l'espérons, auront lieu dans la période à venir. Puisque vous avez également mentionné les aspects économiques, le Századvég a calculé que du financement de l'Ukraine, 5 700 milliards de forints reviendraient à la Hongrie, ce qui représenterait pour un ménage hongrois moyen une charge de 1 400 000 forints. Comment cela influencerait-il la valeur de ces avantages supplémentaires, comme la déduction fiscale familiale, l'exonération de l'impôt sur le revenu ou les augmentations de salaire de début d'année que l'on vient justement de mettre en place, qu'ils recevront en février? Nous parlons de 5 652 milliards de forints, ou plus précisément de 5 652,9 milliards, ainsi que de 53 milliards. Si nous répartissons cela entre les familles hongroises, cela représenterait 1,4 million, donc 1 400 000 forints par foyer actuellement. Je précise simplement que ces chiffres sont toujours sous-estimés, c'est-à-dire qu'on demande une certaine somme, puis il s'avère que ce n'est jamais suffisant, et cela continue d'augmenter. Donc une fois que tu ouvres cette porte, tu ne peux plus la refermer. Cela signifierait que la Hongrie devrait soit verser davantage à l'Union, ce que Bruxelles exige d'ailleurs en ce moment, qu'on paie plus. Comment pourrions-nous payer plus? Bruxelles le dit clairement. Supprimer la subvention sur les charges et envoyer l'argent à Bruxelles, augmenter les impôts et envoyer l'argent supplémentaire à Bruxelles. Donc ils disent clairement ce qu'il faut faire, supprimer la 13e mensualité des retraites et envoyer l'argent à Bruxelles. Ils ont donc leur propre idée sur la façon de transformer l'économie hongroise pour pouvoir obtenir plus d'argent de la Hongrie pour Bruxelles. C'est ce qu'on appelle la convergence, le programme économique de TISA, qu'il nie, mais nous savons qu'il existe, il a des auteurs, et maintenant, si je vois bien, il y a même des témoins oculaires. Donc ce programme porte aussi ce nom. Ainsi, le programme économique de TISA est un programme de convergence qui répond aux exigences venant de Bruxelles, exigences qui arrivent de Hongrie afin que Bruxelles ait ensuite plus d'argent pour la guerre en Ukraine. Pour financer la guerre, l'autre possibilité, c'est que Bruxelles contracte un emprunt. Tout récemment, il s'agissait justement de 90 milliards. Cet emprunt est contracté sur les marchés financiers, disons-le auprès des banquiers, puis cet argent est prêté à Kiev, avec l'idée que Kiev remboursera et que nous restituerons ensuite l'argent aux banquiers. Mais tout enfant sait que Kiev ne pourra pas rembourser un seul centime au cours des prochaines centaines d'années. Car d'où le pourrait-elle? C'est pourquoi, lorsque ces prêts arriveront à échéance, Kiev ne pourra pas payer. Cela, c'est donc nous qui rembourserons l'argent aux banquiers. Autrement dit, ce seront nos enfants et nos petits-enfants. Donc, ce que fait l'Union en ce moment, c'est en partie imposer une charge aux États membres et en partie détruire l'avenir de nos enfants et petits-enfants. C'est pour cela que nous, Tchèques, Slovaques, Hongrois,
n'avons pas non plus participé à cet emprunt de 90 milliards d'euros. Ce surcoût supplémentaire de 1 400 000 forains, le budget pourrait-il le compenser? Ou comment les familles pourraient-elles même réussir à gérer une telle dépense? Eh bien, on le leur prend. Le gouvernement de Bruxelles, il y a déjà eu en Hongrie, le gouvernement Gyurcsány puis le gouvernement Bajnai, s'ils ne demandèrent pas l'avis des gens, ils prenaient leur argent et c'était tout. Eh bien, ce serait comme ça. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Nous nous sommes déjà habitués à autre chose. C'est le gouvernement national qui est en place. Le gouvernement national n'accepte pas les instructions venant de Bruxelles. Il les filtre, les transforme, les contourne, les adapte de façon à ce qu'elles soient bonnes pour la Hongrie. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. C'est juste que ces 15 dernières années, nous nous sommes habitués à ce que, bien sûr, il y ait un gouvernement national en Hongrie. Et ainsi, nous sommes protégés, par exemple, contre les absurdités de Bruxelles ou les excès. Puisque nous parlions déjà D'excellentes nouvelles concernant vos primes supplémentaires et vos bonus de performance sont enfin disponibles, car le versement tant attendu arrive effectivement aujourd'hui même sur votre compte bancaire. Concernant la prime exceptionnelle de 6 mois accordée spécifiquement pour les forces de l'ordre, ainsi que pour l'ensemble des personnes directement concernées par ces mesures de sécurité. Pour quelles raisons fondamentales est-ce précisément ces agents de l'État qui ont été choisis pour recevoir cette somme d'argent importante aujourd'hui? Bien sûr, d'autres personnes servent aussi au sein de l'État hongrois afin que les gens se sentent en sécurité, que leurs enfants reçoivent une bonne éducation ou pour soigner les Hongrois, comme ceux qui travaillent dans le secteur de la santé. Mais ce qui distingue les forces armées de tous les autres agents du service public, c'est que dans leur serment, il est dit qu'ils protègent l'intérêt du pays. Les policiers prêtent serment de le faire, même au péril de leur vie. Quant aux soldats, ils jurent de le faire même au prix de leur vie. C'est un engagement si fort qu'à mon avis, il mérite d'être reconnu. Donc, toute personne qui entre au service de l'État en acceptant d'accomplir sa mission même au péril de sa vie, ou, si nécessaire, de la sacrifier comme les soldats, mérite une reconnaissance supplémentaire. C'est pourquoi nous appelons cela la prime d'armes. Ce sont donc eux qui protègent la sécurité de la Hongrie avec des armes, que ce soit pour la surveillance des frontières, la préparation militaire ou encore la sécurité et l'ordre public dans les rues. Et ils ont bien accompli leur travail ces derniers temps. On pourrait certes discuter de cette prime d'armes si l'on pouvait dire que oui, mais la qualité du travail n'est pas celle que nous souhaiterions. Mais ils travaillent bien. Tout d'abord, la Hongrie est l'un des pays les plus sûrs d'Europe. Le fait qu'il n'y ait plus de nouvelles blagues sur les policiers, cela veut toujours dire quelque chose. Cela signifie que la profession est revalorisée. Autrefois, il y avait des blagues sur les paysans, mais elles ont aussi disparu car le prestige de l'agriculture hongroise a augmenté. Donc aujourd'hui, ce n'est plus Ici, il s'agit de personnes diplômées du baccalauréat. Il faut une formation scolaire sérieuse pour ce travail et ils font du bon travail. L'armée aussi a accéléré le rythme des exercices. Elle s'est adaptée à la situation de guerre, a lancé des développements. Nous avons procédé à une réorganisation interne. Certains ont dû quitter les rangs, d'autres sont entrés. Les exigences ont augmenté. Donc je pense que, comme nous l'avons vu récemment lors de la situation de neige, la protection civile aussi, ils accomplissent un travail remarquable. Donc, ils méritent vraiment que cette distinction supplémentaire soit faite en leur faveur. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir, comme ça on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez. God bless.